Bienvenue dans ce 4e épisode de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, nous recevons Julien Febvreau, un nom qui résonne dans l'oreille de tous les passionnés de Formule 1 puisque sa voix accompagne tous les Grands Prix depuis maintenant 17 ans. Rencontre avec un homme amoureux de sport automobile qui nous fait rentrer dans les coulisses de la discipline avec un focus sur le Grand Prix de Monza en 2020 et la sublime victoire de Pierre Gasly. On retient d'ailleurs son fameux commentaire. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. Bonjour Julien. Bonjour Dorian. Bienvenue sur Vroom by Peter Otto. Alors, les amateurs de F1 connaissent très bien le son de ta voix, mais est-ce que tu peux néanmoins te présenter ? Qui es-tu ? Alors, je suis Julien Febvreau. Effectivement, je commente les Grands Prix de Formule 1 sur Canal+. Donc, je suis journaliste, grand reporter et donc commentateur de Grands Prix de Formule 1 principalement. Et ça fait 17 ans maintenant que je travaille sur la Formule 1. Donc, c'est un domaine qui me passionne énormément. Forcément. Mais alors, d'où vient ta passion ? Elle me vient de mon papa, qui était pilote automobile, amateur, mais qui m'a transmis par sa passion à lui, celle du sport automobile. Lui, il a fait beaucoup de rallye-raid, des Paris-Dakar, des rallyes africains, et puis après, il a fait du rallycross, qui est une discipline principalement connu dans le Grand Ouest de la France. Il a longtemps vécu dans un petit village breton qui s'appelle Loéac et qui est le temple du rallycross et des passionnés de sport automobile. Il y a notamment là-bas un manoir de l'automobile extraordinaire avec des voitures historiques fantastiques, des Formule 1, des voitures de rallye, bref, plein de choses. Donc j'ai baigné, j'ai été bercé par le sport automobile toute ma jeunesse, donc il y avait une certaine logique à ce que mon parcours soit lié au sport automobile et aux voitures en tout cas. Tu l'accompagnais lors de ces courses ? Oui, complètement. Mes vacances scolaires, je les ai passées sur des courses, dans des paddocks. Je me souviens que petit, ma mission, c'était que la voiture soit propre. Donc, j'étais le mécanicien numéro 1 au nettoyage, avec la peau de chamois et les éponges. Et je faisais en sorte que la voiture de course de mon papa soit la plus belle possible. Et donc, j'étais particulièrement fier qu'on m'ait donné cette mission. J'imagine bien. Alors, comment on devient la voix de la F1 sur Canal+? D'abord, on est passionné, ça c'est la première chose. Ensuite, on essaye et on devient journaliste. Donc moi, j'ai orienté mes études vers le journalisme. Et c'est vrai que j'ai toujours eu en ligne de mire la Formule 1. Je suis allé assister à mon premier Grand Prix en 1999. J'étais encore au lycée. Et c'est sûr que ça a été un déclic, une vraie révélation. Et je me suis dit, je veux absolument travailler dans cet univers parce que tout me faisait rêver. Les voitures, les pilotes, les camions, les motorhomes, ce cirque géant qu'est la Formule 1 qui se déplace non pas de ville en ville, mais de pays en pays toute l'année. Et j'étais complètement en fascination devant ce que je voyais ce week-end-là. Et à la suite de ça, je me suis dit que le journalisme serait peut-être une bonne façon d'intégrer ce milieu. Et c'est vrai que je suis devenu journaliste avec l'ambition d'aller travailler sur la F1. Et le commentaire est venu au fil des rencontres, des possibilités. J'ai commencé à travailler en radio, puis en presse écrite, et depuis 2013 à Canal+, en télévision. Mais voilà, la F1 a toujours été mon moteur, c'est le cas de le dire. Et c'est comme ça que j'y suis parvenu. Tu te souviens de quel Grand Prix c'était en 1999 ? Oui, premier Grand Prix de France. C'était à Magny-Cours et il avait beaucoup plu, je me souviens. Et le dimanche soir, j'avais gagné des places en tribune, mais le dimanche soir, j'avais réussi à me faufiler dans le paddock au moment où tout le monde démonte, où la sécurité est un petit peu moins vigilante. J'avais réussi à trouver une petite porte à l'entrée du circuit qui permettait de rentrer dans le paddock. Et là, je pense que c'est comme un enfant qui va pour la première fois à Disneyland. Il est au milieu d'un truc féerique. Et là, ça a été une claque et une révélation. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant que passionné, de commenter aux côtés de Jacques Villeneuve ? C'est un privilège extraordinaire, le privilège de vivre dans sa passion, le privilège de transmettre aux autres, d'être Jacques Villeneuve et moi, qui avons été choisis
pour pouvoir raconter à des millions de personnes ce que l'on voit, ce que l'on ressent, leur transmettre des émotions. C'est un privilège extraordinaire que l'on a. Donc moi, je suis très heureux de ça. J'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire sur Canal+. J'ai beaucoup de chance d'avoir Jacques à mes côtés parce que Jacques, c'est un pilote extraordinaire, champion du monde de Formule 1, qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis, qui est l'autre grande course au monde qui existe, enfin qui a un palmarès incroyable, et qui en plus aujourd'hui est devenu un vrai consultant qui connaît bien les codes de la télévision, donc qui est un soutien pour moi quand j'en ai besoin. J'essaye d'être un soutien pour lui aussi, et ça matche bien entre nous en fait. Et c'est vrai qu'on passe des moments incroyables à l'antenne, que ce soit des moments légers le vendredi pendant les essais libres, où voilà, c'est vrai qu'on a un ton avec un peu d'humour souvent et qu'on aime bien en mettre parce que c'est par moments aussi léger, et puis des moments très intenses, les qualifications de samedi, la course le dimanche, où là on est à fond dans le direct et dans ce qui se passe, et Jacques il est drôle, il est acerbe par moments, il est pointu, c'est un régal. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir Jacques Villeneuve à mes côtés sur l'antenne de Canal. Justement, as-tu des petites anecdotes à nous raconter ? Typiquement un fou rire incontrôlable ou autre ? On en a eu beaucoup des fous rires parce qu'il a des punchlines, comme on dit maintenant, qui sortent de manière incroyable. Une d'entre elles où je me suis fait surprendre, je sais plus pourquoi, je crois qu'il y a un pilote pendant les essais libres qui appelle son stand à la radio et qui dit il y a quelque chose dans la voiture, dans le cockpit qui me gêne, quelque chose qui bouge. Et ça me fait venir en tête une anecdote où il y avait un téléphone portable qui était tombé dans le cockpit de Robert Kubica chez Renault il y a quelques années. Et pareil, en essai libre, il avait appelé le stand en disant il y a un téléphone qui vibre sur moi quelque part. Quelqu'un a dû faire tomber son téléphone dans la voiture, et il l'avait fait rentrer au stand. Et je dis, c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans le cockpit d'une monoplace, quoi. Et Jacques immédiatement fait, oui, certains pilotes. Et j'avais tellement pas pensé à ça, mais il nous a séché, quoi. C'est à ce moment-là, et il est tellement, voilà, c'est un franc-tireur. et voilà, ça c'est une anecdote, mais parmi tant d'autres où Jacques il sait rebondir, et voilà, c'est un régal de l'avoir à mes côtés. Ça doit être assez compliqué à certains moments de rester imperturbable. C'est, je pense, le côté le plus difficile de ton métier. Lors d'un reportage sur Canal+, dédié à Romain Grosjean, Marion Jolès dit que tu as été la voix qui lui a permis de tenir et voir le bout du tunnel dans cet instant difficile. Comment, de ton côté, tu as réussi à ce moment-là à garder ton calme, sachant que tu es un ami assez proche de Romain ? En restant le plus professionnel possible, même si c'est pas simple dans ces moments, parce que c'était un accident très grave pour Romain. Pendant plusieurs minutes, on n'a pas eu de ses nouvelles et on a imaginé le pire, clairement. Dans ces moments, on rentre un petit peu en pilotage automatique, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire du grand art, on n'essaye pas de faire des phrases magnifiques, on essaye juste d'être factuel, de ne surtout pas sortir des clous, en n'annonçant pas trop vite une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en étant vraiment sûr de ce qu'on annonce à l'antenne. Et c'est vrai que voilà, dans ces moments, on revient aux fondamentaux du métier de journaliste et de commentateur, avec vraiment des faits, ce que l'on sait au moment où on parle, mais pas plus. On met beaucoup de choses au conditionnel. Enfin voilà, on se barricade un petit peu dans ce rôle, et ça aide à tenir en fait. J'aurais été sur mon canapé à regarder la situation, je l'aurais sans doute encore plus mal vécu. Parce que complètement inactif et subissant à 100% la situation. Là, j'avais un rôle, on attendait de moi que je reste quand même professionnel, même si j'étais affecté, touché par ce qui était en train de se passer, mais ça m'a aidé d'être à l'antenne, à surmonter ces minutes qui ont été très 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 longues. Et c'est vrai que je pensais beaucoup à sa femme Marion, à ses enfants. Je savais qu'il m'écoutait et qu'il nous écoutait à ce moment-là sur Canal, et du coup, j'essayais de pas être trop dramatique pour les protéger en quelque sorte, et essayer de leur dire, même si on n'avait pas d'infos, ça va aller, quoi. Donc j'essayais de poser ma voix, de pas trop en faire, surtout de pas me laisser moi submerger par les émotions. Et j'ai plus été touché et submergé après, une fois qu'on a su qu'il allait bien, parce que rétroactivement, je me suis dit, on est passé près d'une catastrophe. Oui, tu as eu un contre-coup. Très peu de temps après, quelques minutes après. Mais c'est vrai que, alors qu'on savait qu'il allait bien, de revoir les images, d'imaginer ce qui aurait pu se passer dans le pire des cas, ça a été assez violent à recevoir. Mais la pression pouvait retomber un peu parce qu'on savait qu'il allait bien. Il fallait pas qu'elle retombe trop parce qu'on avait encore tout un Grand Prix à commenter quand même.
Et encore une fois, on me demande d'être au rendez-vous dans les bons moments. On en a vécu des très bons, comme dans les mauvais moments. On peut pas choisir les moments où on répond présent. Donc, fallait essayer au maximum de garder le contrôle de ses émotions. Oui, ça j'imagine. Il y a un moment qui t'a particulièrement marqué en Formule 1. Je t'ai posé la question un peu avant. Est-ce que tu peux nous dire quelle est, pour toi, la plus belle course ? C'est celui qu'on a vécu l'année dernière avec la victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie à Monza, parce qu'une victoire française, on l'attendait depuis 24 ans et elle est arrivée. Elle était assez inattendue parce qu'au départ du Grand Prix, on ne pouvait pas imaginer qu'un Français remporte la course. Et le sport a fait que, il s'est passé des événements qui ont permis à Pierre Gasly de se retrouver rapidement en tête du Grand Prix, mais il restait beaucoup de tours, donc c'est pas comme s'il avait hérité de la victoire dans le dernier tour. Là, il a tenu 23 tours avec une énorme pression derrière lui. Et il a géré magistralement sa course. Il était accompagné, on parle souvent de la radio, de son ingénieur à la radio, qui lui donnait vraiment beaucoup d'informations très précises pour l'aider à gérer sa consommation, ses pneumatiques. Ils ont été l'un et l'autre très stratégiques sur cette course. Et c'est vrai qu'on a eu 23 tours pour y croire, pour douter, pour avoir peur pour lui, pour exulter à l'arrivée. Et ça restera pour moi sur Canal+, mon plus grand souvenir de course, quoi. Est-ce que tu peux rappeler les différents événements qu'il y a eu sur cette course pour ceux qui ne l'ont pas forcément vu ? Oui, alors Lewis Hamilton sur sa Mercedes dominait la course, j'ai envie de dire comme souvent, parce qu'il y a une domination, c'est vrai, à l'heure actuelle de ce pilote et de cette voiture. Et puis il y a eu un incident qui s'est passé près de la voie des stands, et du coup la voie des stands a été fermée. Les pilotes n'avaient pas le droit de rentrer dans la voie des stands, sauf que chez Mercedes, ils n'ont pas vu que l'autorisation n'était plus donnée de rentrer au stand. Et ils sont rentrés au stand, et du coup Hamilton a pris une pénalité et la course dans la foulée a été interrompue au drapeau rouge, et ce qui fait que dès la reprise de course, la deuxième partie de course, Hamilton est tout de suite rentré faire sa pénalité, mais tout le peloton est passé, et c'est Pierre Gasly qui lui s'était arrêté au stand avant que cette voie des stands soit fermée, a fait la bonne opération. Ils se sont arrêtés quelques tours avant cette interdiction. Du coup, les pneus étaient changés et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé aux avant-postes. Mais il a fallu gérer toute la deuxième moitié de course et il l'a fait magistralement. Oui, c'était une très belle victoire. Ouais, on formidable. était tous comme des fous en regardant cette course. Oui, parce qu'il y avait le scénario de la course qui était incroyable. Encore une fois, on a eu le temps de monter en pression sur les 23 tours pendant lesquels Pierre a été en tête. Et puis c'est l'histoire de ce garçon aussi. C'est quelqu'un qui a été entre guillemets rétrogradé de la grande écurie Red Bull à la petite écurie sœur AlphaTauri. On a trouvé ça plus ou moins injuste, en tout cas c'était difficile pour lui. Pierre avait perdu son meilleur ami l'année d'avant à Spa-Francorchamps, Antoine Hubert en course de Formule 2, donc qui est l'antichambre de la Formule 1. Donc c'est un garçon qui venait de passer des mois difficiles, personnellement, professionnellement. Il y a eu une remise en question de sa part. Il a fallu qu'il se reconstruise mentalement pour être solide en revenant chez AlphaTauri. Et puis cette victoire qui arrive, quoi. Et c'est ce qu'on appelle une belle histoire. Personnellement, quelle est la voiture de course qui ou t'a fait le plus rêver ? Alors c'est difficile parce que j'ai eu la chance d'en conduire plusieurs, d'en piloter quelques-unes. Il y a une grosse différence entre conduire et piloter. Mais j'ai eu la chance de monter dans une Formule 1 plusieurs fois. Et là, je parle bien de la conduire parce que c'est impossible à piloter quand on n'est pas un pilote professionnel. Mais voilà, de s'installer dans une Formule 1, j'ai eu la chance de monter dans la première Renault F1, la RS01, qui est la toute première Renault F1 avec un moteur turbo. C'était à Dijon en plus, donc sur le circuit où historiquement Gilles Villeneuve et René Arnoux nous ont livré un combat extraordinaire. Et toujours est-il que j'ai un souvenir de cette voiture des années 70 extraordinaire. Et puis pour ce qui est du pilotage, j'ai la chance régulièrement de faire du rallycross justement et de piloter une 208 de rallycross qui s'apparente à une voiture de rallye mais qui est plus puissante que les voitures de rallye. Ça fait plus de 600 chevaux et c'est des voitures extraordinaires. Donc si j'avais deux voitures, j'irais une Formule 1 historique pour le bonheur d'être assis dans un mythe et dans une voiture d'époque avec la technologie qui était celle de l'époque, et puis sur une voiture plus moderne, cette voiture de rallycross, cette 208 qui est un monstre de puissance et qui est fabuleuse à piloter. Tu parles de rallycross. Pourquoi t'être orienté vers cette discipline ?
Est-ce par rapport à ton papa? Oui, complètement. Lui a longtemps été pilote de rallycross. Il a même été champion de France en 1992, donc ça date. Mais voilà, j'ai vécu ce titre à l'époque. Et encore une fois, il était installé, et moi je suis souvent présent là-bas à l'Oéac, qui est le temple du rallycross en France et même dans le monde, parce que l'Oéac accueille la manche française du championnat du monde de rallycross. C'est entre 80 et 90 000 personnes qui sont présentes sur ce week-end-là. Donc c'est phénoménal. Il faut savoir que c'est un petit village de 600 habitants. Donc vous imaginez, on passe de 600 personnes à 90 000 personnes. C'est dingue. Et c'est vrai que j'ai grandi là-bas, j'ai passé mes vacances là-bas et le rallycross est le sport de ce village. Et puis voilà, je suis breton, c'est une discipline du Grand Ouest, donc à travers mon papa, à travers ma présence à l'Oyac, c'est vrai que je suis tombé amoureux de cette discipline et c'était assez logique que je m'oriente vers le rallycross. En 2014, tu participes à une course près de Tours, dans la catégorie Supercars, au volant d'une Citroën C4 WRC de 550 chevaux. À la surprise générale, tu remportes la course et tu deviens ainsi le 3e pilote de l'histoire à t'imposer dès ta première participation dans la catégorie Rennes, après Jean-Luc Payet et Davy Janet. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? On sait plus où on habite. À l'arrivée de la course, je savais plus où j'habitais. C'était incroyable. C'est vrai qu'en rallycross, il y a plusieurs catégories. Ce qu'on appelle la catégorie Rennes, ce sont ces WRC de 550-600 chevaux. Et par un concours de circonstances assez ubuesque, je me retrouve à pouvoir accéder à cette voiture. C'est la première fois que je conduisais une voiture aussi puissante, première fois que je pilotais une voiture 4 roues motrices. Et la première fois que j'ai découvert la voiture, c'était le jeudi avant la course. Donc le jeudi matin, je montais pour la première fois dans une voiture aussi monstrueuse de puissance, avec évidemment l'objectif pour le week-end de découvrir la catégorie. J'avais déjà fait du rallycross, mais dans des voitures 3 fois moins puissantes. On a appliqué les méthodes les plus sérieuses possibles. On a essayé d'optimiser le temps qu'on avait ce jeudi pour essayer de se préparer à la course. Et puis le week-end est arrivé. J'étais pas très bien placé en début de week-end. La pluie est arrivée, donc ça m'a aidé un petit peu plus. Ça nivelle un peu plus les performances. Et au moment où il fallait, c'est-à-dire à partir des demi-finales, le dimanche après-midi, j'ai remporté ma demi-finale, donc ça m'a mis en pole position de la finale, et je suis resté devant. Alors il pleuvait, la piste était dans un état pas possible, mais comme j'étais devant, j'avais l'avantage de la visibilité, donc j'allais pas très vite. Je pense que je bouchonnais un peu ceux qui étaient derrière, mais j'étais devant, et donc le but c'était de survivre devant, et j'y suis parvenu, et donc j'ai passé la ligne d'arrivée premier. Et c'est vrai qu'on m'a dit après, il y en a eu 2 avant toi à l'avoir fait. Jean-Luc Payet, qui est la légende du rallycross, qui a été champion d'Europe, qui a été 10 fois champion de France, je crois. Enfin, c'est le plus grand nom français de notre discipline. Davy Janet, qui est un grand pilote, qui a ensuite roulé en championnat du monde. Et on me dit, t'es le 3e à remporter ta première course dans cette catégorie. J'étais heureux, ouais, c'était incroyable. Oui, ça j'imagine. On va parler d'une autre course, cette fois-ci un rallye. Tu seras présent dans la caravane du Tour Auto Optique 2000 cette année. C'est une belle histoire, est-ce que tu peux nous la raconter ? Oui, c'est une superbe histoire et je suis très heureux qu'elle puisse continuer et s'écrire à travers le Tour Auto. J'ai eu la chance d'aller rouler à Nogaro, aux Coupes de Pâques de Nogaro il y a 2 ans en Alpine Cup. Et il y a un jeune homme, Nicolas, et son frère Florian qui sont venus me voir à la structure où j'étais. Et Nicolas a une myopathie qui est lourde, donc il est en fauteuil roulant. Et c'est pourtant un garçon qui a une énergie incroyable, qui est plein de vie, qui est passionné. Et ils sont venus me voir, on a discuté, on a fait des photos ensemble, on a parlé et on est resté en contact sur les réseaux sociaux. Et régulièrement, Nicolas me donne de ses nouvelles, on échange et ça me fait vraiment plaisir et j'adore ce garçon. Et un jour, il y a quelques mois de ça, il me dit, écoute, on a avec mon frère et des amis, on a reconstruit, on a remonté une Ford Mustang et on l'a adapté pour que je puisse m'installer à bord en passager. Et effectivement, le siège passager, le baquet passager peut s'extraire de la voiture et permettre à Nicolas d'être installé et après de profiter de la Ford Mustang. Et donc la voiture est magnifique, elle est belle comme tout et il peut profiter et balader. Et il m'envoie un message en me disant, écoute, j'aimerais tellement que tu puisses la conduire et m'emmener en balade, qu'on y aille ensemble. Je lui dis, évidemment, bien sûr. Et il me dit, mon rêve, mon plus grand rêve, c'est un jour de participer au Tour Auto. Et là, je lui dis, écoute, c'est un très beau rêve, t'as bien raison.
Et je lui dis, écoute, je connais pas bien le Tour Auto, évidemment je le connais, mais les gens qui l'organisent et tout ça, je les connais pas forcément bien, mais je vais les appeler, je vais les contacter. Et j'ai eu la chance de t'avoir, Dorian, au téléphone, d'être en contact avec vous, de vous parler de cette histoire. Et je vous remercie infiniment parce que dans la seconde, vous nous avez dit, mais bien sûr, on va faire quelque chose, on va y arriver et on va réussir à réaliser le rêve de Nicolas. Et vous imaginez pas le bonheur, évidemment, que ça a été pour Nicolas, rien que je lui dise, on va essayer de monter ça. Il m'a dit, tu te rends pas compte l'énergie que ça me donne et je me dis, je peux pas le lâcher, je veux pas le lâcher et je veux qu'on y arrive, je veux qu'on vive ce rêve. Et c'est un rêve pour moi aussi. Bien sûr que je veux faire plaisir à Nicolas. Je veux qu'il profite de sa voiture au maximum. Et pour moi, c'est un rêve aussi. Participer au Tour Auto, faire partie de cette caravane. Je sais qu'on va avoir des voitures extraordinaires, les amoureux d'automobile qu'on est, Nicolas et moi, fait que je sais qu'on va vivre une semaine hors du commun, que ça va nous faire, pour lui comme pour moi, un souvenir pour la vie, quoi. Donc voilà comment ça s'est fait et je suis très heureux et je vous remercie encore le Tour Auto de nous ouvrir les portes de cette épreuve extraordinaire parce que voilà, je sais qu'on va vivre un moment hors du temps pendant cette semaine du Tour Auto et on a très très hâte d'y être. Eh bien, on a hâte de vous y retrouver également, Nicolas et toi. Le rendez-vous est pris le 30 août au Grand Palais éphémère. Ça va être magnifique, on a hâte. Merci Julien. Merci Dorian. Le drapeau à damier se lève sur notre entretien avec Julien Febvreau, que l'on remercie vivement. Rendez-vous dès le 15 avril pour un 5e épisode avec le photographe Mathieu César. En attendant ce nouvel opus, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. À bientôt sur Vroom by Peter Auto.